Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la découverte de la monarchie française, mais précisément sa chute. Nous allons partir à la découverte de Louis-Auguste, le roi des Français. Il n'est que roi en 1774, le 10 mai, car son aïeux, le roi Louis XV, est mort. Donc il va être couronné. Mais Louis XVI n'a jamais été éduqué dans l'esprit qu'il allait devenir roi. Parce qu'il avait deux grands frères qui étaient aînés et donc qui avaient le trône. Mais les deux sont morts de maladie. C'est regrettable, hein? Mais bon, Louis-Auguste est devenu roi en 1774. Louis XVI, avant d'avoir été devenu roi, 4 ans avant, il était marié à Marie-Antoinette Anne d'Autriche. C'était la représentante du trône d'Autriche. Elle s'est mariée toute jeune à Louis XVI, qui n'avait que 17 ans, il me semble. Ils se sont tous les deux mariés pour renforcer l'union entre les deux pays, l'Autriche et la France. Car, comme vous le savez, nous avions eu des petites guerres qui ont mis le feu aux poudres et beaucoup de morts inutiles. Quand le peuple apprit la nouvelle, il se dit beaucoup d'espoir. Il se remplit d'espoir en voyant un nouveau roi. Un roi plus jeune, donc avec de nouvelles ambitions. Mais non. On voit au milieu le roi qui va faire un petit peu l'étendue du peuple, il va voir. Mais comment dire, c'était la famine, c'était beaucoup de morts, peu d'argent, très peu de moyens, peu de ressources. En 1776, on a participé à la guerre d'indépendance des Amériques, en voyant le général Lafayette et la plupart de nos ressources. Le roi Louis XVI voyant cela un moyen de gagner et de mettre l'importance de la France et l'armement de la France au-dessus de n'importe qui, montrer la puissance nationale et internationale de la France. Car, ne rappelons-le, Louis XIV a donné la mondialisation à la France. Il a montré les arts dans tout le monde. Donc Louis XVI a essayé d'imposer la puissance de France. Hein. Mais bon. Le peuple a eu beaucoup de famine. Cette famine s'est amplifiée en 1776, car les caisses de l'État étaient vides. Louis XVI, inexpérimenté, éduqué comme un fils qui devait faire sa petite image, non. Donc il appela Necker, ministre de la Finance, et lui demanda de trouver une solution. Necker n'hésita pas. Il lui suggéra de faire payer des dettes aux nobles et au clergé. Louis XVI refusa. C'est en 1789 que le roi a réagi, car les émeutes commençaient à grandir. Il réunit les États généraux, fait passer des cahiers de doléances et demande au peuple ce qu'il veut. Le peuple veut l'abandon des privilèges, supprimer le régime féodal. Le vote était par ordre et non pas par député. Pour le clergé, un vote. Pour la noblesse, un vote. Et pour les tiers états, un vote. Malheureusement, c'était fini pour eux. Ils n'avaient aucune chance de faire entendre leur voix. Mais bon. Le 20 juin 1789, Bailly, maire de Paris, réunit les députés dans la salle de jeu de paume. Ensemble, ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution française. C'est le serment du jeu de paume. Et proclame l'Assemblée générale. Le 23 juin 1789, le roi renvoie son maître de cérémonie à Bailly, car le roi vient d'entendre ce qui s'était fait, et il leur ordonne de se séparer. Bailly lui répondit: La nation assemblée n'a pas d'ordre à recevoir, monsieur.
Finalement, le roi les laisse, mais les laisse faire. Ils disent foutre soit-il, foutre qu'il fasse. Mais il décide quand même de mettre 30 000 hommes, 30 000 soldats pour éviter les désordres. Mais le peuple voit comme une menace et décide de s'armer. Ils vont chercher la poudre à canon à la Bastille. Aux Invalides, 300 fusils et 12 canons sont stockés. Ils eurent l'idée d'aller s'armer pour la défendre. C'est pour ça que la célèbre prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, on voit des ennemis, on voit du sang. 100 soldats sont morts. Le marquis de Launay est tué, sa tête piquée au bout d'une fourche, baladée dans tout Paris. Ce jour-là était le jour où le pouvoir arbitraire est tombé. Voilà comment on voit la noblesse. Pour eux, c'était juste des armes, mais la noblesse voit le pouvoir arbitraire. La Bastille est une prison royale. On peut enfermer n'importe qui sous simple cachet du roi. Mais bon. Après la prise de la Bastille, la noblesse et le clergé ont peur. Le roi décide en urgence de céder tout ce qu'il avait refusé. Les nobles fuient la capitale et vont vers les Pays-Bas. On voit Louis Stanislas et le comte d'Artois ainsi que Charles X partir vers Londres, vers l'Allemagne, vers le... Voilà. On pense plutôt qu'ils sont partis vers les Pays-Bas. Voilà. Là où ils seraient sûrs d'être protégés par cette monarchie. Le 4 août 1789, il doit faire payer des impôts aux nobles, au clergé, comme Necker lui avait conseillé. Il vote l'égalité de principe pour tous, ce qui veut dire égalité salariale, égalité devant les impôts et suspension des ordres et donc des privilèges. Tout l'ancien régime s'écroule, le régime féodal s'est écroulé, donc tous ses droits aussi. Les biens de la noblesse sont pour l'instant tout va bien. Mais bon. Maintenant, on sait que la propriété de la noblesse a été mise en vente. L'idée de la nationalisation des biens de l'Église a été décidée à l'automne 1789. Cette idée a été proposée à l'Assemblée par l'évêque d'Autun et Talleyrand pour combler les biens et les manques d'argent à l'État. Ça va pas plaire du tout, hein, car la nationalisation des biens, c'est pas très bien. Mais en plus, ils veulent que les clergés et les papes et tout ça deviennent fonctionnaires. Mais les papes ne comprennent pas. Les évêques et tout le tralala disent déjà qu'ils sont déjà fonctionnaires. Fonctionnaires de Jésus. Fonctionnaires de Dieu. Mais non. Ça, ils vont devenir fonctionnaires de l'État. Payer 1200 livres comme les professeurs, comme tout le monde, comme tous les fonctionnaires. Ça plaît pas du tout, ça. Non, 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 non. Les membres de l'Église deviennent fonctionnaires. Eh bien, dès 1990, les révoltes de l'Église éclatent, principalement dans la Bretagne, mais elles se sont accentuées par l'exécution du roi Louis XVI en 1793, quand on a découvert que le roi essayait de s'échapper à l'étranger et arrêté à Valais. Après ça, il y a 10 ans de terreur liée au manque
jusqu'au jour où l'Assemblée générale et la papauté s'aiment au roi. Ils doivent être élus par le peuple et la constitution civile du clergé. C'est la Constitution française. Après cela, la Constitution française a été faite. Les âmes d'église refusent de prêter le serment au roi. Mais bon, ils n'avaient pas vraiment le choix. Le roi est mort, le peuple est à 100, la terreur est née. Voilà comment le roi est mort. Et ça va être Louis-Auguste, un autre Marie-Antoinette, qui va prendre le rôle de Louis-Auguste, qui va devenir roi. Ou plutôt dauphine. Elle va être la dauphine de France. C'est comme ça qu'on va voir, après la mort de Louis XVI, un nouveau dauphin, Louis XVII. Louis XVII n'a vécu que 10 ans. Il va avoir le règne le plus court de la monarchie. Il va être prisonnier au final. Ce roi est prisonnier. Donc il n'y a pas de roi. Prisonnier des révolutionnaires. Eh bien oui, Louis XVII est prisonnier. Mais cela ne va pas arrêter. Beaucoup de complots vont être faits pour enlever le roi et la dauphine de France. Parce que des rois entre les mains des révolutionnaires, c'est véritablement inquiétant. La monarchie française est tombée, donc là, non. Donc oui, on va tout faire pour que le roi s'en sorte. Mais au final, l'Assemblée générale décide de le confier à une famille qui aura le but de refaire son éducation. Marie-Antoinette va mourir 9 ans plus tard, accusée de trahison et de complotisme. Le dauphin mourra d'une atroce maladie. Parce que ses conditions d'emprisonnement étaient véritablement spartiates. 4 murs sans lumière, tout autour de lui, attachés sur un banc. Par un petit trou, on lui donne sa nourriture. Voilà ce qu'est la vie de jeune Louis XVII. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le like. Et si vous avez des commentaires, dites-le moi. Bien évidemment, cette histoire est résumée. Je ne vais pas faire toute l'histoire de Louis XVI, car ça prendrait des heures et des heures. Voilà. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et à bientôt.